Meritire basso, ubire basso, ubire basso, choqué, meritire choqué, choqué, Bonjour et bienvenue pour ce podcast de joute verbale sur l'étranger d'Albert Camus. Créé dans le cadre d'une adaptation théâtrale, ce podcast permet aux acteurs du projet de l'Artus d'approfondir les thématiques du roman L'étranger d'Albert Camus afin de mieux comprendre l'œuvre et donc de pouvoir mieux l'interpréter. Ce soir s'affronte Camille. Bonsoir Camille, vous allez bien ? Oui, ça va, merci, et toi ? Ça va très bien. Et Héloïse, bonsoir Héloïse, vous allez bien ? Très bien, merci. Vous allez débattre autour du thème du procès. Juger les actions des autres et vérifier que les limites instaurées par la société soient bien respectées. Tel est le théâtre des instances juridiques. Avocats, présidents, juges, instructeurs, la clairvoyance et l'objectivité sont de mise, mais peut cacher l'appel au pouvoir, la redondance et une routine professionnelle face à, de l'autre côté, des enjeux de vie majeurs. Les lois peuvent être décousues. La justice ne juge pas la bienveillance, mais le respect de règles, comme un arbitre sur un match sportif. J'ai étudié votre dossier. Votre affaire est délicate, mais je ne doute pas de son succès si vous me faites confiance. Merci. Entrons dans le vif du sujet. On a pris des renseignements sur votre vie privée, comme... Ah oui, voilà. Votre mère est morte récemment à l'asile. Bon, une enquête a alors été menée à Marengo. Les instructeurs ont appris que vous auriez fait preuve d'insensibilité le jour de l'enterrement. Bon, vous comprenez, cela me gêne un peu de vous demander cela, mais c'est très important. Et ce serait un gros argument pour l'accusation si je ne trouve rien à répondre. J'ai besoin de votre aide. Est-ce que vous auriez ressenti de la peine ce jour-là ? J'ai un peu perdu l'habitude de m'interroger. Il m'est difficile de vous renseigner. Sans doute, j'aimais bien maman, mais cela ne voulait rien dire. Tous les êtres sains ont plus ou moins souhaité la mort de ceux qu'ils aiment. D'accord. Oui. Promettez-moi de ne pas dire cela à l'audience, ni chez le magistrat instructeur. J'essayerai. Cependant, j'ai une nature telle que mes besoins physiques dérangent souvent mes sentiments. Le jour où j'ai enterré maman, j'étais très fatiguée et j'avais sommeil, de sorte que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Ce que je peux dire à coup sûr, c'est que j'aurais préféré que maman ne mourût pas. Ceci n'est pas assez. Est-ce que je peux dire que ce jour-là, vous avez dominé vos sentiments naturels ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est faux. Bon, dans tous les cas, le directeur et le personnel de l'asile seraient entendus comme témoins et cela peut vous jouer un sale tour. Cette histoire n'a pas de rapport avec mon affaire. Ah, ça se voit clairement que vous n'avez pas eu de rapport avec la justice. Maintenant, nous allons pouvoir passer au débat. Avant cela, nous allons nous entraîner. Vous avez donc devant des questions de rôle que vous allez pouvoir piocher. Vous en piochez un, vous argumentez et après vous laissez l'autre contre-argumenter par la suite. Si jamais vous vous coupez la parole, qu'il y a insulte ou qu'il y ait gros mots, à ce moment-là, vous aurez un gage à piocher et à respecter. Camille, vous pouvez commencer à piocher la première question de rôle pour l'entraînement.
Ok, c'est parti. Travail ou vacances? Je dirais vacances. Parce que les vacances, c'est la santé. Et puis, c'est important de partir en vacances, de se défouler un petit peu. C'est ce que je programme dans l'année avec mes congés, quoi. C'est où est-ce que je vais partir en vacances cette année. Mais pourtant, le travail, c'est la dignité. C'est par le travail que l'homme trouve sa place dans la société, arrive à être utile et à participer ainsi au bien-être du pays. Je crois que j'ai gagné ce débat. Héloïse, quelle rapidité. Vous pouvez piocher la prochaine question drôle. Bœuf ou poulet? Eh bien, moi, je préfère le bœuf. C'est un animal qui est très... digne. Justement, on en revient à la dignité. C'est un animal qui vit, qui est impressionnant. On n'a pas envie de se battre avec un bœuf alors qu'un poulet, c'est vulgaire. Un poulet, ça crie partout, ça chante tôt le matin. Qui a envie de se faire réveiller tôt le matin? Ça a des plumes, c'est dégoûtant les plumes. Et le bœuf a quelque chose de masculin, de viril, qui est, je crois, une valeur que l'on devrait plus suivre dans la société d'aujourd'hui. Moi, ce sera bref, ce sera aucun des deux parce que je suis végétarienne. Voilà. Je n'ai pas parlé de les manger. Eh bien, si on ne les mange pas, je dirais le poulet. Parce que le poulet est vif, est beau, il a toujours la tête haute, il a un petit déhanché quand il se balade. Moi, je le trouve bien plus attachant que le bœuf qui a un peu le regard vitreux. Donc voilà, le poulet est mon ami. Les anciens Égyptiens diraient que le bœuf avait l'œil tendre. Eh bien, d'accord, tant mieux. Si les Égyptiens le disent, c'est qu'ils ont raison. C'est intéressant, on peut venir là au débat qui revient souvent dans cette société entre végétariens et omnivores. Quels seraient les arguments pour, quels seraient les arguments pour l'un ou pour l'autre? Pour le végétarisme ou omnivore? Ouais. Le végétarisme, il y a deux écoles. On peut faire partie aussi des deux écoles, c'est-à-dire pour la cause animale ou de manière générale pour sa santé. La cause animale, on sait que les animaux sont élevés en batterie de manière générale, qu'il y a une surconsommation des denrées animales, que c'est très rare aujourd'hui de trouver des animaux qui ont été bien élevés, qui ont été bien nourris, et pareil pour la santé. C'est important. Il y a eu plein d'études en fait qui ont été faites sur le fait que manger de manière générale végétale, ça baisse les risques de maladies cardiovasculaires. Donc voilà, il y a plein de bienfaits. Effectivement, je ne vous contredirai pas là-dessus. Néanmoins, que répondez-vous à l'argument qui dit que plusieurs races bovines et équines, notamment, seraient disparues à l'heure actuelle si elles n'avaient pas été sauvées par l'industrie de la viande? Eh bien, je ne le savais pas et je trouve ça beau, honnêtement. Peut-être qu'on pourrait répondre que maintenant qu'elles sont sauvées, on peut faire autre chose que les manger. Oui, ça c'est sûr. On va pouvoir passer maintenant au vrai débat. Camille, vous pouvez piocher une des questions. Y a-t-il plus horrible que la peine de mort? Je dirais que oui, qu'il y a la prison. Il y a des conditions de détention qui sont déshumanisantes. On a le temps en prison de culpabiliser, de s'empoisonner l'esprit, de réfléchir à qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, comment on aurait pu avoir une autre vie. Donc je pense que la prison, c'est quelque chose de fort. Pour ma part, je pense qu'il n'y a rien de plus horrible que la peine de mort, parce que la mort, c'est la fin de tout. Il n'y a plus d'espoir de rédemption, il n'y a plus de chance pour la personne qui est morte. Et justement, ôter la vie à quelqu'un, c'est l'acte le plus horrible que l'on puisse lui infliger, puisqu'on se prend ainsi pour quelqu'un qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un d'autre. C'est se placer au-dessus de cette autre personne, et ainsi on nie l'humanité de cette personne-là. Héloïse, vous pouvez piocher la prochaine question. Très bien. La justice peut-elle être impartiale? Eh bien, à mon avis, non. La justice n'est pas impartiale parce que la justice est rendue par des hommes, par des humains,
qui sommes naturellement partiaux, nous rendons des décisions, nous rendons des jugements uniquement à la lumière des expériences que nous avons pu avoir. Alors certes, les magistrats, les personnels de justice sont formés pour raisonner en termes de droit, en termes de code civil, de code pénal et de tous les codes qui ont pu être écrits depuis longtemps. Néanmoins, cela reste des humains, et même si des choses sont mises en place pour permettre l'impartialité de la justice, il reste que la nature humaine ne peut pas se défaire de ses jugements et que la justice est donc partiale. La justice, elle est pour moi impartiale parce que dans les faits, elle s'appuie sur le code civil. Les règlements sont faits pour se détacher de ça. Les juges, ils sont pas sous l'autorité du ministre. Tout est encadré pour qu'un juge ait l'incapacité de juger si un membre de sa famille, par exemple, est lié à une affaire. Donc, si la justice est partiale, pourquoi il y aurait une justice ? Effectivement, non, c'est un bon point. Pourquoi la justice, si elle est partiale, existe ? Ce à quoi je réponds que nous ne pouvons pas faire autrement. Jusqu'à ce que l'intelligence artificielle atteigne le point où elle pourra rendre des jugements, nous serons soumis à la partialité de l'esprit humain. Mais cette partialité, nous devons peut-être l'embrasser. C'est quelque chose de beau, justement. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots, et nous sommes en mesure de rendre des jugements à la lumière de nos expériences passées, à la lumière de ce que nous connaissons, de saisir les nuances les plus fines, et donc d'utiliser notre sensibilité, bien que, évidemment, tempérée par les lois, les règlements, les codes, les démarches mises en place. Mais c'est cette sensibilité d'humain qui nous permet de juger d'autres humains. Et comment on peut sentir que justice a été rendue finalement quand on sait que ce juge-là ou l'autre aurait répondu différemment parce que justement il y a son jugement, il y a sa subjectivité qui est rentrée en compte là-dedans. Peut-être en espérant que justement la manière dont la justice est rendue peut tempérer suffisamment cette partialité pour la rendre uniquement charmante, mais pas capitale. Vous pouvez piocher la prochaine question. Faut-il faire justice soi-même ? Eh bien, je pense que non. Évidemment. Déjà, on va faire la différence entre justice et vengeance, qui sont deux termes complètement différents. Dans la vengeance, il y a la subjectivité, il y a le sentiment, la passion. Il n'y a aucune chance de rendre un procès équitable quand on sait qu'on a choisi le coupable et on a décidé de sa sentence seul. Cependant, on pourrait dire que seule la victime est apte à juger le préjudice qu'elle a subi. Et donc, elle est la seule à pouvoir déterminer la sentence que mérite le coupable. Mais au final, on est quand même responsable de la même violence que celle qu'on condamne. Donc, ça revient au même à la fin de rendre justice soi-même. On fait finalement ce qu'on condamne, ce qu'on refuse d'accepter dans ce monde. Mais si on a été d'abord victime de cette violence, est-ce que ce n'est pas une forme d'exutoire de pouvoir l'exercer sur la personne qui nous en a accablés? Je vais le redire, mais il n'y a aucune chance que ce soit un jugement qui soit fondé, parce que justement, on en parlait, il y a des codes civils, il y a des lois, il y a des choses sur lesquelles on s'appuie pour que justice soit faite et que ce soit partial, que ce soit impartial, pardon, et qu'on puisse rendre justice à chacun de façon équitable. Mais est-ce que l'on part du principe que le système judiciaire a pour vocation de punir les coupables ou d'offrir des réparations aux familles des victimes et aux victimes elles-mêmes? Dans ce cas, il serait plus juste, peut-être, de permettre aux familles des victimes ou aux victimes de choisir elles-mêmes de la sentence, voire de l'appliquer. Si on s'appuie là-dessus, à la fin... ce serait l'anarchie parce que ce serait la loi du plus fort, ce serait moi j'ai plus de force, moi je peux dire oui,
je lui fais pareil, je rends justice à ma fille, à ma cousine, à ma sœur. Ou à mon frère, à mon père, à mon fils. Exactement. Donc pour moi, ça n'a pas de sens de rendre justice soi-même. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut terminer par la dernière question. Fort bien. La peine de mort doit-elle être réutilisée ? Eh bien non. Non, la peine de mort ne doit absolument pas être réinstaurée, ne doit absolument pas être réutilisée, puisque la peine de mort, comme nous le disions plus tôt, de toute façon, infliger la mort à quelqu'un, c'est déshumaniser cette personne. Un organisme d'État, ou un organisme officiel, en tout cas tel que la justice, ne peut pas se permettre de nier la dignité humaine de qui que ce soit, quels que soient les actes de cette personne. Donc on ne peut pas décider de lui ôter la vie. Mais on le sait qu'en France, la justice n'est pas forcément toujours rendue, qu'elle est défaillante. Les récidivistes sont parfois souvent libérés trop tôt. Finalement, est-ce que la peine de mort, ce ne serait pas la solution à ça ? Mais ce serait donc les condamner à la mort en prévision de crimes qu'ils n'ont pas encore commis ? Ça me paraît être une pente un peu glissante. Et tu me parles de récidive, mais qu'en est-il des erreurs judiciaires ? Une erreur judiciaire, on peut toujours libérer quelqu'un qui est en prison, voire lui offrir des réparations pour les années qu'il y a passées. Alors qu'une fois que la personne est morte, je n'ai pas encore eu connaissance de cas de résurrection où on aurait pu réparer l'erreur. Non, c'est sûr. Mais finalement, on peut se reposer sur la loi du talion, c'est que c'est œil pour œil, dent pour dent, une vie pour une vie. Donc c'est ce qu'il y a de plus juste, je trouve. Puis en plus, la mise à mort, elle coûte moins cher à la société que la prison à vie. Donc c'est quand même un argument à prendre en compte. Ça coûte peut-être moins cher à la société en termes financiers, mais en termes moraux, je crois qu'on perd au change. D'ailleurs, la prison n'a pas uniquement une vocation de punition, mais doit peut-être avoir une vocation de réhabilitation et de réinsertion, ce qui n'est pas possible avec la peine de mort. On a des besoins aussi de désencombrer notre système carcéral. Donc les prisons sont pleines, elles sont payées par nos impôts. Donc finalement, oui, il y a le côté moral, mais aussi il faut que les bonnes personnes qui vivent en société sachent où leur argent va et pourquoi elles financent tout ça. Vous parlez de la surpopulation dans nos prisons, sachant qu'en général, l'abolition de la peine de mort mène à une baisse de la criminalité. Est-ce que la réinstaurer n'amènerait pas une hausse de la criminalité et donc encore plus de gens dans nos prisons dont vous dites qu'elles sont déjà pleines ? Vous avez peut-être raison, Héloïse. Pour clore ce débat, j'aimerais savoir quel est votre avis sur la justice décrite et présente dans le roman de l'étranger d'Albert Camus. J'ai l'impression qu'elle est faussée. En tout cas, la religion a l'air d'y tenir une grande place. On est dans les fin des années 30, début des années 40, donc certes c'est un contexte assez particulier, mais on juge l'étranger sur le fait qu'il se dise athée, en tout cas qu'il ne se revendique pas comme croyant. On le juge aussi presque plus sur son insensibilité apparente lors de l'enterrement de sa mère, plutôt que sur ses actes. Ça me paraît fausser complètement le jugement que l'on peut se faire de l'étranger. Comme on le demande, est-ce qu'on l'accuse d'avoir enterré sa mère ? La réponse me semble être presque oui. On ne le juge pas vraiment sur ses actes, même si c'est ce qui est dit, mais également sur ce qu'il est, et ce qu'il est ne correspond pas à la société, ne correspond pas à ce qui est attendu dans la société de l'époque, donc il est présumé coupable. Je crois que t'es pas obligé d'argumenter contre. Ouais, non, je vais pas argumenter contre. Je suis tout à fait d'accord avec le point de vue d'Héloïse. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. Le prochain débat sera sur la prison. Choque,